Elle avait 22 ans, Mahsa Amini est morte le 16 septembre dernier en détention en Iran. Elle avait été arrêtée 3 jours plus tôt pour un voile mal porté, une affaire au retentissement planétaire. La colère des Iraniens et des Iraniennes a fait le tour du monde, leur courage aussi. Ils sont des milliers à être descendus dans les rues pour défier le régime. Voilà comment est né le mouvement Femmes, Vie et Liberté. Bonsoir Carole-André Dessornes. Bonsoir Vous Clémentine êtes Pavlovski. chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste des rapports de force et des violences au Moyen-Orient. Alors, un an après, le régime tient toujours. Peut-on, selon vous, parler d'une révolution inachevée ? Alors, révolution, c'est peut-être un mot un peu fort parce qu'on est très très loin de ce qui s'est passé en 1979. Je parlerais plus de révolte. Inachevée, là aussi, je n'emploierais pas le terme. Parce qu'en fait, la population aujourd'hui est dans une autre démarche, d'autres façons de manifester, de s'opposer. Et on est plutôt, en tout cas, dans une volonté vraiment de toute une population. Alors, c'est pas tout le pays, mais de toute une population, de ne pas lâcher l'affaire, comme on dit. Alors justement, on va y revenir en détail sur ces nouveaux modes de résistance de la population iranienne. Mais j'avais quand même une question. Le président iranien Ebrahim Raïssi a rencontré aujourd'hui des familles, des victimes de la répression de ces derniers mois, des mois qui ont suivi la mort de Mahsa Amini. Comment est-ce qu'on peut interpréter ce geste ? Parce que c'est étonnant quand même. C'est un coup de com'. C'est un coup de com', c'est-à-dire que là, il essaye évidemment d'arrondir les angles, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un jour spécial. Il y a eu des appels à la grève générale, notamment dans le Kurdistan. Des comités de femmes ont appelé aussi à manifester. Donc, il veut essayer de montrer aussi que le pouvoir, finalement, ne s'éloigne pas de la population et s'épanche un peu sur cette population qui subit quand même plus de 40 ans d'un régime des plus répressifs. Et on l'a vu notamment ces derniers mois avec une répression effectivement très forte, presque 500 morts, près de 20 000 arrestations. C'est des chiffres qui font quand même assez froid dans le dos. Est-ce que le régime a réussi à décourager les Iraniens ? Parce que vous évoquiez tout à l'heure les nouvelles formes de résistance, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu de découragement aujourd'hui des Iraniens ? Parce qu'on sent quand même que le mouvement, en tout cas de colère, s'est affaibli. Il y a beaucoup moins de gens qui défilent dans les rues. Alors, le mouvement s'est affaibli parce que la répression est d'une telle brutalité, d'une telle violence. Il ne faut pas oublier non plus que, par exemple, dans le Kurdistan, ils y sont allés aussi avec les chars d'assaut. Alors, c'est pareil, il ne faut pas réduire ce mouvement à une opposition de minorité, ni à la question du voile. C'est-à-dire que ça a démarré avec ça, mais ça va bien au-delà. C'est aussi un ras-le-bol d'une population qui n'en peut plus de la corruption, qui est quand même endémique, du niveau de vie, c'est-à-dire qu'il y a officiellement plus de 40% d'inflation, mais ça va bien au-delà, d'un taux de chômage, une classe moyenne qui est en train de disparaître. Et non, c'est-à-dire que là, on a aujourd'hui une population, en tout cas, qui cherche à user aussi, à fatiguer le régime, mais à contourner plus par la désobéissance civile, par exemple. Mais en même temps, justement, alors vous parlez de désobéissance civile, ce mouvement de contestation, aujourd'hui, il n'a pas vraiment de leader, il n'a pas vraiment de représentant. C'est un mouvement qui est né finalement assez spontanément l'année dernière, d'un mouvement de colère. Est-ce que ça ne contribue pas aussi à affaiblir un petit peu le mouvement ? Ou en tout cas, est-ce que ça n'empêche pas le mouvement de se structurer pour faire front commun face au régime ? Oui, non. C'est-à-dire que là, évidemment, la réponse n'est jamais simple. Au moment des répressions, il était évident que s'il y avait eu un leader, je parle à l'intérieur là, des frontières, il était évident que le régime allait immédiatement s'en prendre à ce leader. Donc le fait que ce soit éparpillé, ça a été aussi un mouvement d'usure vis-à-vis du régime, y compris vis-à-vis des Pasdaran, les Bassidji, qui font partie aussi des gardiens de la Révolution. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, donc, on n'a pas de leader à l'intérieur. L'opposition qui est à l'extérieur n'arrive pas à s'unir. C'est-à-dire que là aussi, donc dans la diaspora, il y a eu un espoir pendant un moment, mais les voix sont tellement divergentes et il n'y a pas vraiment de projet en fait. Mais il est clair que ça doit venir de l'intérieur. Après, s'il y a un leader ou plusieurs leaders qui se démarquent, le régime évidemment va tout faire pour faire taire ces leaders, voire définitivement. Alors en tout cas, depuis la révolution islamique de 79, on a assisté quand même à plusieurs mouvements de colère, de protestation en Iran.
qui ont à chaque fois un petit peu ébranlé le régime, alors peut-être pas aussi fortement que celui qui a suivi le décès de Mahsa Amini. Mais comment est-ce que vous expliquez le fait qu'aujourd'hui, ce régime, eh bien, malgré tout, il tient? Alors il tient par la terreur. Il tient aussi parce qu'il y a aujourd'hui une politique régionale de l'Iran qui lui permet finalement de sortir d'une forme d'isolement. Certes, il y a les sanctions, mais on voit bien que l'Iran est sous sanctions depuis 1979. C'est-à-dire qu'on a une accumulation de sanctions. Alors au départ, ça a démarré avec la prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran. Et on va avoir ensuite une accumulation de sanctions pour diverses raisons. Pas uniquement la question nucléaire, mais également la question des missiles balistiques, la question du soutien à des organisations terroristes et les violations des droits de l'homme. En décembre et en mars dernier, et encore là, on a eu de nouvelles sanctions, mais le régime ne plie pas de toute façon, il fait le dos rond. Le régime tient parce que, justement, il a encore des points d'appui dans la région. Il tient par cette terreur, il tient parce qu'il est armé. Ça, c'est banal à dire, mais c'est quand même l'évidence. Mais c'est quand même un régime qui est fragilisé. C'est un régime, alors surtout on va dire la clé de voûte, hein, le régime de l'ayatollah, du guide suprême, qui n'arrive pas aujourd'hui à trouver de successeur possible. Mais on a les gardiens de la révolution qui sont là, mais qui aussi commencent à fatiguer. C'est-à-dire qu'on a aussi un régime qui est divisé. Il y a des voix discordantes aussi au sein du régime. Mais par contre, il s'accroche parce que c'est justement plus un régime sans la fin arriver, plus il va redoubler de violence pour tenir. On le voit avec la Syrie aussi, par exemple. Effectivement, c'est un autre exemple. Alors, il y a également ces nouvelles sanctions qu'on évoquait en première partie du 64, sanctions de l'Union européenne, sanctions du Royaume-Uni, de l'Australie, du Canada, des États-Unis, qui visent des personnalités ou des entités, entreprises ou médias iraniens. Est-ce que ça change quelque chose, ces sanctions? Parce que finalement, on a l'impression que le régime poursuit ses opérations de répression en toute liberté. Alors peut-être que sur le plan économique, ça a une incidence. Mais est-ce que ce n'est pas finalement la population qui en souffre le plus? Bien évidemment, c'est quand même la population qui en souffre le plus. Ça a une incidence parce que l'économie est mauvaise. Mais si l'économie est mauvaise, c'est aussi la faute des dirigeants. Je veux dire, les mollahs ne sont pas connus pour être des grands spécialistes, des grands gestionnaires et des grands économistes. On a aussi une économie en souffrance, mais depuis très longtemps. C'est-à-dire que ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'également, la période d'Ahmadinejad, 2005, il a fait 2 mandats, l'économie était complètement exsangue. Donc là, on est dans une continuité. Les sanctions, malheureusement, elles sont contournées. C'est-à-dire que l'Iran, là aussi, a des alliés, la Chine, la Russie. Cet élargissement, donc je ne sais pas si vous comptez en parler un peu plus, mais c'est-à-dire les BRICS, où on a 6 nouveaux entrants parmi les 4 de la région, dont l'Iran. Et donc l'Iran va faire son entrée officiellement le 1er janvier 2024 dans les BRICS, donc ça lui assure en fait là aussi, ça lui permet de contourner encore plus, et puis l'OCS. C'est tout le paradoxe, c'est que finalement aujourd'hui l'Iran ressort peut-être presque encore plus renforcé, en tout cas sur la scène internationale de tout cela. Alors à l'intérieur du pays, comment se manifestent très concrètement les nouvelles formes de résistance? Comment, lorsqu'on est iranien, qui plus est jeune, on peut aujourd'hui s'opposer à ce régime? Alors, la première chose, je l'évoquais tout à l'heure, c'est la désobéissance civile. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de femmes, jeunes filles, qui ne portent plus le voile, qui parfois aussi sont dans la provocation avec les forces de l'ordre, c'est-à-dire que, et certaines n'ont même plus de voile dans leur sac. Donc il y a vraiment cette volonté-là. On a aussi certains commerces, certains restaurateurs qui ne font plus du tout de remarques. Et lorsqu'on a certaines femmes qui sont attaquées, parce qu'il y a quand même beaucoup de scènes de rue où on les voit attaquées, violentées, une partie de la population qui vient à leur secours, et des hommes aussi, et qui s'en prennent justement aux forces de l'ordre. Ça, c'est quand même quelque chose qui est inimaginable. On a ça, on a les manifestations, alors la nuit, justement avec les slogans, parce que la nuit, ça permet là aussi de passer un peu plus inaperçu, parce qu'il y a les caméras, parce que tout est surveillé. On a aussi les réseaux sociaux qui sont utilisés, où donc des Iraniens appellent à continuer la lutte, la résistance, malgré les menaces. Et d'ailleurs, tous ces messages, tous ces appels sont largement relayés à l'international, notamment dans le monde des artistes. Je vous propose de regarder tout de suite ce sujet de Pascal Borco. For freedom,
Juliette Binoche se coupe une mèche de cheveux comme toutes ses autres stars. Marion Cotillard, Isabelle Adjani, la chanteuse belge Angèle, Isabelle Huppert, Jane Birkin et sa fille Charlotte Gainsbourg, un geste de solidarité avec les femmes iraniennes sur un célèbre chant de résistance. Jamais depuis la mort de Mahsa Amini, les artistes internationaux ne s'étaient autant mobilisés. Ici à New York, cette installation du photographe JR représente une femme iranienne, symbole de toutes celles qui désormais refusent de porter le voile, symbole d'une contestation qui ne faiblit pas. Les artistes sont en première ligne, incarcérés, torturés, condamnés. Ce rappeur passera les 6 prochaines années en prison, notamment pour cette chanson et ce clip appelant au soulèvement contre la République islamique. Une autre victime de la répression des mollahs, Shervin Hajipour, c'est lui qui a composé l'hymne de la révolte, repris en chœur dans les manifestations en Iran, mais aussi en Europe et aux États-Unis. Baroye signifie pour en persan. Le jeune chanteur a été arrêté puis libéré, mais réduit au silence. Alors sa chanson est désormais interprétée dans le monde entier par des artistes solidaires, comme le groupe britannique Coldplay, avec sur scène l'actrice iranienne en exil Golshifteh Farahani. Décoré aux Grammy Awards à Los Angeles, cet hymne de la liberté a également été chanté par 50 personnalités françaises. Ce clip, réalisé par Marjane Satrapi sur les arrangements de Benjamin Biolay, a fait le tour du monde. Carole-André Dessornes, en Iran aussi, les artistes et les intellectuels ont été nombreux à se mobiliser, en tout cas au début de la contestation. Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont toujours mobilisés? Est-ce qu'ils peuvent toujours peser? Parce qu'on sait qu'il y a eu aussi beaucoup de menaces contre eux, des arrestations. Alors, ils continuent à se mobiliser, mais ils continuent à être arrêtés, justement. On a de nombreux réalisateurs, des actrices. Donc il y a vraiment une volonté. Puis alors surtout, là, depuis début septembre, où il y a une vague aussi d'arrestations parce qu'il y a une telle crainte. D'arrestations préventives. Voilà, préventives, ouais. Exactement. Une telle crainte que les choses se réveillent encore plus. Oui, les artistes ici aussi, de la diaspora, se mobilisent. Il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment une pièce de théâtre qui a repris les poupées persanes, qui a repris là depuis septembre, le livre sous la direction de Marjane Satrapi. Donc il y a vraiment, là aussi la scène artistique est extrêmement foisonnante, mais pareil, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à arrêter, pas parce que ce sont des personnes connues, reconnues, que le régime va plier. Au contraire, il veut en faire des exemples aussi. Alors il y a deux prochains tests qui se profilent et qui pourrait potentiellement déstabiliser le régime. En tout cas, on verra, l'avenir nous le dira. C'est les élections parlementaires en mars prochain. Et évidemment, la succession de l'ayatollah Khamenei, qui a fêté l'an dernier ses 84 ans. Est-ce que vous pensez que ces deux événements peuvent augurer un changement ? J'aimerais y croire, sincèrement. Ce qui risque de se poser, c'est que ces élections, comme d'ailleurs les précédentes, il y a un taux d'abstention très élevé et que ça bénéficie justement encore aux conservateurs. En tout cas, la population, les jeunes et moins jeunes, ne croient plus du tout en ces réformistes qui, malheureusement, ont été incapables de faire avancer les choses. On a vu avec Khatami, où il y avait aussi une très grosse révolte, Hassan Rouhani, mais
La succession, elle se pose déjà depuis quelques années. C'est-à-dire que tout le monde dit que Khamenei est très malade, hein, mais il est encore là. Ce qui peut se passer, il a encore beaucoup de soutien aussi. Il a encore beaucoup de soutien. Ce qui peut se passer, et ça ne veut pas dire la fin du régime, mais que le pouvoir des mollahs est tellement contesté, parce que là aussi, c'est plus de 40 ans de régime ont réussi à dégoûter les gens de la religion et de l'éloigner de la religion. Et donc, ce qui peut arriver, c'est que le guide suprême disparaisse, et qu'au final, ce soit les gardiens de la Révolution qui prennent le dessus. Qui reprennent le dessus. Oui. Merci beaucoup, Carole-André Desornes, chercheur associé à la FRS, la Fondation pour la recherche stratégique. Merci beaucoup d'avoir été en direct.